Bonsoir Sylvie Charles. Bonsoir Jean-Pierre. L'équipe d'Univers TV est ravie de vous recevoir ce soir pour aborder une question importante. Les forces de l'ordre sont-elles toujours au service de la nation et des citoyens? Avant de vous donner largement la parole, permettez-moi de resituer cette question et le contexte de cette interview. Depuis quelques années, nous assistons à une dérive marquée de notre démocratie. Sans remonter trop loin, nous pourrions situer le point de départ de l'accélération de cette dérive lors de la signature du traité de Lisbonne de 2008, qui a remis en cause, sans plus de procédé, le non-citoyen qui était issu du référendum de 2005 sur l'établissement de la Constitution européenne. Depuis cette date, ceux qui sont au pouvoir semblent gouverner le pays en roue libre, comme bon leur semble, et malheureusement au détriment des intérêts du peuple, car du côté des citoyens, justement, nous constatons une dégradation continue des paramètres sociétaux, une insidieuse perte de nos libertés individuelles et même collectives, un traçage accru et inquiétant de nos déplacements et de nos actions quotidiennes, et enfin un système de santé en grand péril. Devant cette nouvelle forme de pouvoir fortement centralisée et rendue opaque par un état d'urgence permanent et la mise en place de 2 conseils de défense successifs lors de ces dernières années, nous avons pu noter que nos institutions représentatives, députés, sénateurs, peinent, et c'est un euphémisme, à représenter le moindre contre-pouvoir au profit des citoyens. La tentation est alors facile de se tourner vers les forces de l'ordre comme un dernier espoir, comme les ultimes bouées de sauvetage. Mais même ici, le constat est inquiétant. Des gilets jaunes éborgnés ou mutilés, voire emprisonnés, des drapeaux français jetés à terre par des policiers lors de manifestations pacifiques, des magistrats dont la probité devient suspecte face au personnel soignant suspendu, et la présence lors de récentes manifestations en France de membres d'Eurogène-Fort, la force de gendarmerie européenne. Et pour finir, nous venons de suivre que le ministère de l'Intérieur vient d'acquérir 90 véhicules blindés de maintien de l'ordre de nouvelle génération, ce qui ne laisse pas présager la recherche de solutions démocratiques pacifiques. Alors, comment pouvoir sortir de ce scénario sombre qui ressemble à s'y méprendre à un mélange de 1984 d'Orwell et du meilleur des mondes d'Aldous Huxley? Dans ce contexte, Sylvie, pourrez-vous nous clarifier la situation actuelle des forces de l'ordre? Quelles en sont les tendances envisageables et quels espoirs, surtout, pouvons-nous garder? Pour parler de ce sujet, Sylvie, vous avez une connaissance fine de l'intérieur du système compte tenu des luttes que vous menez depuis 2010. Vous avez pu identifier des forces complexes, puissantes et négatives, mais également vous avez réussi à coopérer au quotidien avec des fonctionnaires qui luttent et qui résistent. Voilà, Sylvie, à titre d'introduction, ce que je voulais vous dire. Maintenant, pouvez-vous en quelques mots vous présenter, et notamment vis-à-vis de l'historique récent que vous venez de traverser? Alors, moi, je suis une citoyenne de classe moyenne qui va être confrontée à tout un concours de circonstances qui vont naître suite à un drame. En fait, mon père sera assassiné le 11 janvier 2010 à Laventie, qui se trouve près de Béthune, dans le Pas-de-Calais. Et donc, l'assassinat d'une personne proche, c'est une épreuve difficile. Et dans mon cas, eh bien, ça va dépasser, ça va prendre des proportions démesurées et totalement inattendues. Alors, la situation à laquelle je vais être confrontée, je vais rapidement me rendre compte qu'elle est anormale, puisque tout d'abord, je vais me retrouver confrontée face à 2 catégories de gendarmes, puisque les premiers qui interviennent officiellement après mon audition
vont me dire que je dois oublier ce qui est arrivé à mon père et reprendre le cours normal de mes activités. Et la seconde catégorie où là, eux vont me contacter en off pour m'expliquer qu'ils sont totalement en désaccord avec la conduite de l'instruction sur le meurtre de mon père. Donc ça se passe le 17 février 2010 et ils m'expliquent que s'ils font part de leur désaccord avec la juge d'instruction à leur hiérarchie, eh bien, ils se mettent en danger de mort. Alors, j'avoue que le 17 février 2010, je n'étais pas du tout en position d'accepter et de concevoir que des gendarmes puissent être mis en danger par des gendarmes. Donc cette première rencontre, eh bien, je vais refuser d'aller plus loin dans la discussion. Mais ces gendarmes, eh bien, vont revenir à la charge après le 11 mars, puisque en parallèle, eh bien, il faut savoir qu'il y a tout un abattage médiatique qui s'est mis en place au niveau local, donc La Voix du Nord, l'Avenir de l'Artois, l'Écho de la Lys, diffusent des informations sur le meurtre de mon père, sachant que ces informations, beaucoup sont fantaisistes, enfin dans tous les cas ne correspondent pas à la réalité, pour devenir, à partir du mois de mars, eh bien calomnieux, puisque en finalité mon père devient, eh bien, Al Capone. C'est lui, c'est quelqu'un d'extrêmement dangereux. Alors les gendarmes qui vont me relancer, ceux du 17 février qui vont me relancer au mois de mars 2010, eh bien là, cette fois-ci, je vais accepter, de les rencontrer parce que c'est les seuls qui veulent bien me parler, puisque ni les journalistes, ni le procureur de la République, monsieur Roy, et ni, Véronique Père, juge d'instruction du parquet de Béthune, ne veulent communiquer avec moi et ils ne veulent pas non plus communiquer avec mon avocat. Et donc ces gendarmes vont m'expliquer que mon père, en fait, eh bien, pendant 20 ans, a été séquestré dans un réseau qu'ils qualifient de politico-mafieux, que son identité a été usurpée et que l'enquête a permis de mettre en évidence, eh bien, l'existence de liens entre ce réseau politico-mafieux et une organisation internationale qui s'adonne à un trafic financier en collaboration avec le ministère des Finances publiques, qui lui-même travaille avec le grand banditisme, et le tout sous la protection du ministère de la Justice et du ministère de l'Intérieur. Alors, il faut savoir que ces informations, je les ai au mois de mars, sachant qu'il va falloir que je me batte avec mon avocat pour pouvoir obtenir la position de partie civile, puisque la juge d'instruction avait décidé qu'il n'y aurait pas de partie civile dans ce dossier. Mais comme elle n'a aucun motif à invoquer pour me refuser cette partie civile, je serai nommée donc partie civile au 1er février 2010, sauf que, eh bien, pendant tout le temps de l'instruction du dossier, elle ne communique ni avec mon avocat ni avec moi. Par contre, elle communique avec les journalistes et elle nous bloque l'accès au dossier d'instruction pendant à peu près 8 mois, ce qui fait que je vais pouvoir vérifier ce que les gendarmes disent dans le dossier d'instruction qu'à partir du mois de juillet, début septembre. Donc voilà la situation à laquelle je suis confrontée. Alors c'est d'autant plus, alors il faut savoir que la question de mon père était un objet de discorde au sein de la famille avec ma mère et mes frères et sœurs, parce que moi, ce que je savais de mon père, c'est qu'il avait disparu en septembre 1990 du domicile familial qui se trouve près de Béthune et non à Landor comme les journalistes l'ont signalé, et que, bien avant ça, à partir de 1977, mon père est en retrait de la société, puisqu'il présente un désordre psychologique, qui fait qu'il ne peut pas vivre seul. Donc, voilà la situation qui est le point de départ, qui va ouvrir vers, le ministère de l'Intérieur parce que du coup, je vais travailler avec ces gendarmes pour éclaircir cette situation. Ouais. Ok, merci Sylvie pour ce point de départ. Donc aujourd'hui, vous n'allez pas nous parler du déroulement de cette affaire. Ça nous prendrait beaucoup de temps, c'est très intéressant, mais c'est quelque chose de très personnel. Donc je pense que vous avez rédigé de nombreux articles à ce propos.
Aujourd'hui, vous allez nous parler de tout ce que vous avez finalement découvert au sein de notre système à la fois judiciaire et des forces de l'ordre. Et pour en arriver à aujourd'hui, quelles ont été vos démarches pour en arriver à votre compréhension fine, et qu'est-ce qui fait que vous avez été en mesure donc d'identifier justement toutes les difficultés, toutes les contradictions dans ces systèmes? Alors, en effet, je ne vais pas, évoquer le dossier privé concernant, mon père, mais il faut savoir qu'au terme d'un travail de 10 ans, eh bien, on va parvenir à mettre en place, toutes les pièces du puzzle, puisque on se trouve alors ces pièces de puzzle, ils sont sous notre nez. Ils sont là, ils sont présents, sauf que si vous n'avez pas un fil conducteur, eh bien, il est extrêmement difficile de les repérer et de les comprendre, d'autant plus que, tout se joue sur de l'ambiguïté. Voilà. Et donc, c'est au travers du dossier concernant le meurtre de mon père qu'on va réussir à décrypter un mode opératoire, et ce mode opératoire, eh bien, va nous conduire, sur, le si vous voulez, l'analyse en profondeur, du dossier dans lequel mon père va se retrouver, puisque, ce dossier, eh bien, il s'agit d'une affaire d'État. Voilà. Et donc au travers de tout ça, on va découvrir des structures. Par exemple, on va découvrir, Eurogenfort, le SNAPS, le Conseil national des activités, privées de sécurité. Alors, c'est important les noms de ces organismes parce que, il y a un jeu sur l'ambiguïté. On joue sur l'ambiguïté, en fait. Par exemple, lorsqu'on parle de Eurogenfort, tout à l'heure, vous avez présenté Eurogenfort comme la force de gendarmerie de l'Union européenne. Sauf que ça n'a rien à voir avec l'Union européenne. Mmh. Donc c'est là l'ambiguïté. Eurogenfort, d'ailleurs, j'ai transmis le document qui pourra être présenté. Dans le rapport du Sénat, Eurogenfort a pour origine les armées secrètes de l'OTAN, l'ADIO. Et donc il arrive à un moment donné où ces armées ne parviennent plus à se faire financer, au niveau privé, et donc Alliomari va intégrer Eurogenfort, dans les comptes de l'État. Eurogenfort est mis en place par la France, mais en collaboration avec l'Italie, l'Espagne, le Portugal et les Pays-Bas. Le siège se trouve en Italie, les locaux sont gracieusement prêtés par l'Italie, et la langue officielle, eh bien, c'est l'anglais. Alors, ce qui est important aussi de noter, c'est que cette armée, eh bien, a l'immunité. Alors, qui a donné l'immunité à cette armée? Ben, bonne question. Et donc ça, c'est les critères d'Eurogenfort. Et Eurogenfort est dirigé par un conseil, de ministres interministériels qu'on appelle le CIMA. Alors, ils ont aussi la possibilité d'intervenir dans tous les pays sans demander l'autorisation à l'État concerné. Voilà. Alors pour financer cette armée, eh bien, c'est là que le gouvernement français va geler des lignes de budget, auprès de la gendarmerie et de la police. Voilà, donc c'est pour ça que notre gendarmerie, notre police va se retrouver, en difficulté parce que, les budgets ils vont piquer dans les budgets du ministère de l'Intérieur et aussi des armées pour pouvoir financer, eh bien, cette armée parallèle, puisque c'est une armée parallèle. Avez-vous une idée du budget dont vous parlez, le budget français par exemple, pour Eurogenfort? Alors je vous avoue que de tête, non, j'ai pas l'idée, sachant que pour retrouver ça dans les comptes du ministère des Finances publiques, c'est très compliqué parce qu'en fait, ils jouent sur les intitulés des comptes. D'accord. Auparavant, on avait quelque part une espèce de comptabilité analytique, on pouvait définir, qui revenait à quoi, tandis que là, on parle de défense. Alors de défense, on y met tout et tout ce qu'on veut, quoi. Donc c'est quelque peu compliqué. Et quelle est la mission officieuse alors d'Eurogenfort aujourd'hui?
dit en quelques mots simples, facilement compréhensibles? Quel est leur terrain de jeu, si je puis dire? Alors, des terrains de jeu, ils en ont plusieurs. D'après ce que nous, qu'on a pu observer et surtout la manière dont on a pu découvrir l'existence de Rochefort, c'est dans les pays comme au Mali, au Yémen. Donc, ils interviennent de façon, comment dire, non, en dehors du respect protocole, en fait, et on les Mmh. retrouve eh bien, dans les liens, avec les terroristes, et compagnie, quoi. Donc, ce sont des personnes qui sont là pour mettre en difficulté la population et Mmh. l'État qui est en place. Le président malien en parlait il y a quelques jours de ce que vous évoquez. Bah, ce qui est quand même extraordinaire, c'est que, l'ONU, comme le Conseil de sécurité, comme la Cour pénale internationale, aucun ne parle, de Rochefort, alors que, si on prend les comptes rendus du ministère, des Armées, par exemple les comptes rendus de monsieur Le Drian à l'époque, il mentionne des guerres, hybrides. Et les guerres hybrides, eh bien, c'est les guerres qui sont conduites avec nos armées conventionnelles et à côté, on a ces armées, heu, parallèles qui, OK. eux, n'ont n'ont pas du tout à respecter les règles en matière de militaire. Donc ils ont le droit de faire tout ce qu'ils veulent. La C'est un torture, peu la force Wagner, c'est ça? C'est la même l'équivalent? chose. C'est la même chose, Wagner est une armée, dont le siège se trouve, en Argentine et qui fonctionne exactement de la même façon qu'Orochefort. OK, OK. Et quel est le risque d'avoir ces gens-là sur, le combat, entre guillemets, contre les citoyens ou la répression des citoyens? Est-ce que c'est quelque chose qui est envisageable? Alors Certains ont été repérés, les écussons ont été vus, à Paris lors de certaines manifestations des gilets jaunes. Quel est votre point de vue là-dessus? Alors, Eurogenfort est déjà présent puisque de toute façon, ça fait partie, ça a été mis en place par la France, donc Eurogenfort est présent. Il est intervenu, en décembre 2018, sur les Champs-Élysées, et là, ça a été présenté une première fois comme étant les blindés de la gendarmerie, et ensuite ça a été présenté comme étant, les blindés, de l'armée de l'Union européenne. Mmh. Et là, les journalistes, enfin les médias, ont vraiment été, c'est des fake news de leur part, puisque l'armée de l'Union européenne s'appelle Eurocorps et de tous les cas, elle ne peut intervenir dans un pays que si à la demande de l'État concerné. Donc dans ce cas, cela aurait voulu dire que, c'est la France qui aurait fait appel à l'Union européenne pour stopper le mouvement des gilets jaunes. Mmh. Donc c'est inconcevable puisqu'on est un État démocratique et qu'en tant que citoyen, qu'on soit gilet jaune ou citoyen lambda, on a le droit de revendiquer nos droits puisque les, gilets jaunes avaient transmis tout un cahier de doléances, auquel, eh bien, le gouvernement n'a pas répondu et que monsieur Macron n'a pas répondu non plus. Parce que le OK. courrier qu'il a rédigé, à la suite de ce mouvement n'a apporté aucune réponse aux revendications des gilets jaunes, soyons clairs. Mmh. D'ailleurs, on pourrait consacrer, 1 Oui, heure pour décortiquer ce courrier. absolument, absolument. Mais Voilà. ce n'est pas le propos du jour. Alors, il faut Mmh. savoir qu'ils ont rapidement retiré les blindés parce que, juste auparavant, en juillet 2018, il y avait eu la commission sénatoriale sur l'état des forces de l'ordre et justement, les gendarmes, eh ben, s'étaient plaints qu'ils n'avaient pas de moyens pour fonctionner. Donc ils ne comprenaient pas, d'où venaient ces blindés. Parce Mmh. que la police et la gendarmerie, ils ne sont pas au courant, des activités de Rochefort dans le pays. C'est piloté à quel niveau? Quelle est la structure de pilotage de cette armée parallèle, là? Et ben, ça se fait avec, le ministère de la Défense. C'est le D'accord. ministère de la Défense avec le ministère de la Justice et le ministère de l'Intérieur. OK, OK. Parce qu'il faut savoir que, alors la deuxième structure où on joue sur les mots, c'est le Conseil national des activités privées de sécurité, que je vais Mmh. découvrir justement en échangeant avec les policiers, avec qui je vais travailler. Heu
Pour eux, pour la majorité des policiers, c'est une entreprise de consulting. C'est d'ailleurs de cette façon que monsieur Alain Bauer, puisque c'était lui à l'époque le président de cette structure, et c'est de cette façon qu'Alain Bauer va présenter, le SNAPS lors de cette fameuse commission de juin 2018. Sauf que dans la réalité, eh bien, c'est complètement autre chose. Et puis, je rappelle quand même que le privé et le public, c'est incompatible. Si on a un code privé et un code public, c'est parce que les, les, les finalités ne sont pas les mêmes. Mmh. Donc, il Alors, faut le penser. SNAP, je vous coupe Sylvie, mais le Ouais. SNAP, c'est un gros morceau, si j'ai bien compris. Ah Vous ben, allez me c'est quelque rectifier. chose qui va prendre de Petit, l'ampleur rapidement. Alors, il faut mmh, savoir que le Jean Fort a été mis en place en 2010. Le SNAP va être mis en place pratiquement à la même époque. Et donc, il va se développer rapidement, puisque au début, il est présenté devant les députés et les sénateurs comme étant une structure qui ne viendra jamais se substituer aux opérations de police, et dont les personnels ne seront pas armés. Sauf que dans le rapport de la Cour des comptes de février 2018, on découvre eh bien, que les agents de sécurité du SNAPS eh bien, interviennent au sein de la police. Ils ont même accès à tous nos fichiers. On découvre aussi au travers de ce rapport, eh bien, que la Cour des comptes tire la sonnette d'alarme. Elle dit que le ministère de l'Intérieur tombe sous la domination du SNAPS, parce qu'il faut savoir que cette structure est mise en place en concertation avec le Conseil d'État et la Cour de cassation. Donc là, on n'est plus dans la séparation des pouvoirs, puisque mmh, je rappelle que le rôle du ministère de la Justice, c'est de faire respecter les lois. En aucun cas, son rôle est d'intervenir pour la sécurité du territoire. Et alors là, c'est encore plus incompréhensible, puisqu'on parle de privé, de sécurité privée. Et ces agents sont également armés. Et aujourd'hui, à l'heure dont je vous parle, ils ont exactement les mêmes missions que la police et la gendarmerie. Ils ont le droit de vous contrôler, ils ont le droit, voilà. Par contre, ils n'ont pas le droit de se revendiquer de l'autorité publique. Alors que depuis mars 2022, il y a un décret qui vient de sortir. D'ailleurs, on pourra vous afficher la référence de ce décret, dans lequel il est bien stipulé que le SNAPS dépend d'un établissement, d'une administration publique. mmh, Il est écrit que les agents du SNAPS prêtent serment devant un tribunal. Alors, je rappelle qu'il s'agit d'employés privés, ce qui signifie que les personnes, les entreprises qui emploient ces agents de sécurité, eh bien, ne sont pas les dirigeants de leur personnel, soyons clairs. mmh. C'est ce que ça signifie. Et d'ailleurs, on peut mettre la différence entre le serment des agents du SNAPS et le serment de la police et de la gendarmerie. Alors, Sylvie, pour être encore plus concret, est-ce que le SNAPS, c'est un statut juridique particulier? C'est un regroupement d'entreprises? Ça fonctionne comment? Alors, tout d'abord, c'est une structure hybride, puisque le ministre, enfin, une administration publique ne peut pas être l'employeur de salariés privés. Mmh, Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose, c'est qu'au niveau, on va dire, au niveau de la gestion de ces personnes, la particularité, c'est qu'ils ne dépendent pas des prud'hommes, mais ils dépendent du tribunal administratif et d'un conseil de discipline qui est défini dans un code de la sécurité de l'intérieur qu'on vient ici de découvrir au mois de juin. c'est un Euh, droit sur mesure, hein, c'est ce que je comprends. Un droit ah social ben, sur mesure. Mmh, c'est un code de sécurité intérieure qui vient se substituer à ce que nous connaissons au niveau du code de sécurité intérieure. C'est-à-dire que dans ce code qui fait 824 pages, on découvre qu'il n'y a plus de conseil de discipline pour la police. Par mmh, contre, ils mettent en place des commissions paritaires. Il faut savoir que ce code est établi en fonction de la souveraineté d'État. mmh, Donc, je rappelle que nous, on est une souveraineté nationale.
Donc ce code n'est pas en conformité ni avec notre 5e République, ni avec notre Constitution. Donc c'est important. Et Mhm. par contre, eh bien, on découvre que pour le SNAPS, eh bien, en effet, il y a un conseil de discipline qui, lui, eh bien, va être présidé par un juge du tribunal administratif et Mhm. également par un représentant du Conseil d'État, de la Cour de cassation, et également avec un représentant de la Direction générale de la police et un représentant de la Direction générale de la gendarmerie. Donc C'est là, si j'ai bien compris, Sylvie, c'est une sorte de police parallèle privée qui échappe à toutes les règles habituelles en matière de juridiction, de droit social, et qui a un fonctionnement qui semble assez opaque, hein, si je comprends bien. Qu'en disent les autres, qu'en disent les gendarmes et policiers fonctionnaires alors déjà, ce que moi j'ai rencontré, les policiers et gendarmes que j'ai rencontrés, la majorité ne connaissent pas le SNAPS. Mhm. Ceux qui le connaissent, ils me disent: «Mais oui, si, c'est normal, qu'ils aient le port d'armes», ben, quand je leur explique, vous savez que pour avoir un port d'armes, il faut être assermenté, et les agents du SNAPS sont assermentés. Alors là, ça devient confus. Là, ils Mhm. se posent la question, ah oui, voilà. Il faut savoir également que, dans le rapport de la Cour des comptes de 2018, il était fait état, que le SNAPS embauchait, des personnes avec des casiers judiciaires. Mhm. Je rappelle qu'au niveau de la police et des gendarmeries, on exige un casier judiciaire vierge. Mhm. Et puis il y a cette histoire de serment. Je veux dire, le serment, au niveau des agents du SNAPS, il fait complètement abstraction, de la protection civile. Mhm. Sauf qu'ils ont le droit, de vous fouiller, ils ont le droit de demander vos papiers, et puis en plus, en tant que citoyen, je veux dire, on n'est pas au courant. Mais ont-ils un uniforme particulier, ces gens-là? Comment on les Alors reconnaît? justement, dans ce code de sécurité intérieure de 824 pages, il est précisé ils doivent avoir un numéro d'immatriculation, qui doit être totalement différent de celui de la police et de la gendarmerie. Mhm. Voilà, Mais c'est tout on ce ne qu'on dit a rien fait. sur l'uniforme. L'uniforme peut être le même. Bah, l'uniforme, en règle générale, ça sera les uniformes de sécurité qui sont la tenue sombre, marquée sécurité, et ensuite ça va dépendre au niveau de la mission. Ok. En ce qui me concerne, moi j'ai été confrontée, à la FRI, la force de réaction immédiate, qui est une structure qui a été mise en place en février 2018 à Lille, pour combattre la drogue. Mhm. Sauf qu'apparemment, ça c'est l'étiquette, c'est encore une fois une pub parce qu'ils font pas Mhm. ce qu'il faut. Ceci dit, quand j'ai été confrontée à ces personnes, je leur ai demandé de me présenter leur carte, de police puisqu'ils s'exprimaient, enfin, ils m'expliquaient qu'ils venaient de défoncer la porte, de l'appartement de mon fils, parce qu'ils étaient en mission, flagrant délit, et que, l'appartement avait été dénoncé comme, abritant comment dire? Un stock de drogue. Sauf que selon le code de procédure pénale, les appartements qui sont des appartements de stockage n'entrent pas dans le flagrant délit. Ok. Donc du fait que je doute de leur connaissance sur le code de procédure pénale, je demande à avoir leur carte, ils ont refusé de me la présenter. Donc pour moi, étant donné qu'ils n'avaient aucun signe distinctif, d'appartenance à la police nationale, pour moi, c'était pas des policiers. Ok. Alors, je Sylvie. vais quand même terminer. Concernant cette structure d'ailleurs, les policiers qui vont intervenir, pour aider mon fils, vont découvrir que cette structure est indépendante. Elle ne peut pas rendre de compte à la police nationale alors qu'elle est hébergée, à l'hôtel de police de Lille, et elle a un accord avec le parquet de Lille pour fonctionner sans numéro de procédure et sans nomination d'un magistrat. Ce qui pose question, Mhm. parce que ça veut dire que si vraiment ils sont là pour stopper le trafic de drogue, s'ils arrêtent, bien un trafiquant, c'est un vice de procédure, donc c'est une annulation de l'arrestation. Et cette structure dont vous parlez, elle est identique juridiquement au SNAPS ou de nature similaire à celle du SNAPS ou a-t-on affaire là à des fonctionnaires? C'est Ben, l'Afrique. la question, c'est que, étant donné qu'on ne sait pas qui s'y trouve, Ouais.
Ce qu'on sait, c'est qu'à l'époque, c'était le commissaire divisionnaire, c'était monsieur Vulvéric, donc lui, il faisait partie de la police. Mhm. Maintenant, les personnes qui composent cette structure, à partir du moment qu'ils ne communiquent pas avec les autres policiers, Ok, on ne sait pas. oui, en effet. Pour revenir au sujet du serment très spécifique du SNAPS, où on se rend compte qu'il y a une police qui, selon les textes, doit servir les citoyens, protéger les citoyens. Et là, on se rend compte que, si j'ai bien compris ce que vous disiez, que dans le cas du SNAPS, le citoyen a totalement disparu au profit de l'État. Et donc, on a affaire à une structure qui est là non plus pour défendre les citoyens, si j'ai bien compris, mais pour défendre l'État, ce qui est quand même Alors, déjà très la, différent. prol- la problématique déjà, c'est que cette structure a un fonctionnement hybride, donc illégal et anticonstitutionnel, c'est une première chose. La deuxième chose, dans leur serment, c'est vrai qu'il n'est pas précisé qu'ils sont à la protection des biens et des personnes. Donc, Mm. on ne sait pas, d'ailleurs, on ne sait pas à qui ils prêtent serment. Euh, et l'autre problématique, c'est que ces agents sont, comment dire, ont un fonctionnement réglementaire qui est défini par une administration publique, Mhm. mais par contre, on n'a aucune idée en cas d'accident provoqué par ces agents, qui prend la responsabilité d'un éventuel dédommagement. Admettons que des agents du SNAPS eh bien, interviennent dans une bagarre quelconque, qui sort leur arme et tirent et blessent quelqu'un. Qui prend en charge? Ben, on n'en sait rien. Ok. Alors, qui, selon vous, a réussi ce tour de force à créer une structure, on va dire, parallèle? Qui rédige les textes? Qui s'est occupé de ça? Quelle est votre analyse sur la genèse de cette organisation et de son fonctionnement? Eh bien, disons qu'on est remonté très très loin, parce que figurez-vous que comme on va parler de Rochefort, on va parler de la Deuxième Guerre mondiale. Et donc, je vais avoir l'occasion d'échanger avec des personnes qui vont avoir accès à une partie de la déclassification des documents de cette guerre. Et on se rend compte que quand notre constitution a été mise en place en 1958, lorsqu'il a été décidé de demander au peuple de valider son accord pour la constitution, pour qu'on prenne la souveraineté nationale, eh bien, les politiques qui ont lancé ce projet étaient très peu nombreux. Et par contre, en face, il y avait des personnes qui étaient contre. Et l'histoire veut que l'une de ces personnes qui était fondamentalement opposée à cette souveraineté nationale, eh bien, va à un moment donné se retrouver président de la République. Il s'agit de monsieur François Mitterrand. Et donc, monsieur Mitterrand, qui va prendre la présidence de, de, de la France, va avoir un adjoint qui s'appelle Jacques Attali. Et on découvre que les modifications apportées dans nos institutions va prendre naissance à partir de là. Donc ça se fait de façon progressive. Donc on sait qu'aujourd'hui, dans notre fonctionnement national, on a des meneurs et on a des personnes qui sont abusées, manipulées, voire contraints de suivre, de travailler pour ce réseau. Mhm. Voilà. Et du coup, pouvez-vous nous parler de ces fonctionnaires de police et gendarmes qui finalement continuent à croire dans l'idéal de leur métier? On a parlé du côté un peu plus sombre et opaque, hein, de ces nouvelles institutions qui sont très inquiétantes, hein, à vous Oui. écouter. Et comment c'est vécu de l'autre côté, du côté des... Parce que si j'ai bien compris, il existe de nos discussions quand nous avons préparé cette interview, il reste des personnes intègres qui se battent pour la vérité, qui se battent pour défendre leur idéal, l'idéal de leur métier.
que pouvez-vous nous dire de la situation vis-à-vis de ces gens-là? Comment vivent-ils en 2022 dans les forces de police françaises? Alors, il faut savoir que, en effet, je vais découvrir, bien, étant donné que je vais, me mettre à l'écoute des problématiques des gendarmes, et puis eux vont me mettre en relation avec des policiers. Donc il faut savoir que déjà quand on vous apporte un témoignage, qu'on vous apporte des courriers, c'est une chose, sauf que c'est pas significatif d'un dysfonctionnement national. Mmh. Donc mon objectif, eh ben, ça va être d'aller plus en profondeur, de rentrer dans le système. Alors au niveau de la gendarmerie, ce ne sera pas possible parce que même si la gendarmerie aujourd'hui est rattachée au ministère de l'Intérieur, ça reste un fonctionnement militaire. Donc voilà. Par contre, au niveau de la police, là, je vais pouvoir assister, des policiers bénévolement, bien sûr, et mon objectif, c'est de voir à quel niveau et comment on est en mesure, comment dire? De malmener, nos fonctionnaires. Et là, eh bien, je découvre, tout d'abord des personnes, qui jouent sur leur position, c'est-à-dire que, ils sont de la police. Donc moi, la première fois que j'interviens, c'est dans une commission de réforme et quand je m'exprime, on me dit: «Oui, mais madame Charles, chez nous, c'est pas comme ça». Alors je leur dis: «Chez vous, c'est qui?» Bah, ils me disent: «Ben, c'est chez nous, c'est la police». Alors je dis: «Vous savez quand même que, là, aujourd'hui, toutes les administrations publiques, sont, régies selon le code du travail», ce qui n'était pas le cas avant, hein. Ça s'est confirmé et affirmé à partir de 2014. Toutes les administrations doivent se conformer, au code du travail comme celui des salariés, ce qui Mmh. fait que, ça impose que l'État, comme tout employeur privé, doit veiller à la santé et à la sécurité de ses fonctionnaires. Eux, ce qu'ils ont en plus dans la fonction publique, c'est qu'ils peuvent avoir un code de déontologie, comme celui qui existe au niveau de la police, qui vient renforcer certains points, les points sur la réserve, sur la probité, mais également sur le fait qu'ils doivent veiller, à la compétence, de chacun, de leurs fonctionnaires. Alors ça, c'est une première chose. Ce qui fait que là, eh bien, ça calme un peu le jeu, mais ceci dit, je suis confrontée à des personnes qui, parfois, sont à des postes à responsabilité et qui n'ont aucune compétence dans le domaine. Mmh. Ça, Ça me fait penser à d'autres secteurs. On parlait de la c'est très santé. embêtant. Des technocrates, est-ce qu'on peut les comparer aux technocrates de la santé ou Alors, en des toute franchise, administratifs? Quand je dis technocrates, c'est l'administration. bah, c'est des en fait, si vous voulez, ce qu'ils mettent en place, enfin, ce qui a été mis en place de façon progressive, c'est ce qu'on appelle un management par la peur. Mmh. Donc un management par la peur, moi j'en avais déjà entendu parler et j'en avais vu à l'œuvre dans les grands groupes. Mmh. Absolument. Mmh. Alors, contrairement à ce qui s'est dit, parce qu'il y a énormément de fake news, il faut savoir qu'un management par la peur, ça n'a pas pour résultat, d'augmenter, le profit. Parce qu'un management par la peur, ça coûte excessivement cher, alors financièrement et humainement. Parce que, quand vous êtes confronté à ce genre de fonctionnement, vous allez très, très vite vous en rendre compte. Il suffit de regarder, de faire l'analyse, du suivi, des fonctionnaires. Quand vous voyez une administration où vous avez un taux d'accident du travail en augmentation, un taux d'absentéisme en augmentation, un taux d'arrêt maladie en augmentation, un taux de demande de mise à disposition en augmentation, un taux de démission en augmentation, c'est qu'il y a un problème dans le management de l'administration. Mmh. Ce que je viens de vous dire là, vous allez le retrouver au ministère de l'Intérieur, au ministère de la Justice, au ministère de l'Éducation nationale et également dans le ministère de la Santé Mmh. et dans les collectivités, dans les collectivités territoriales. OK. Il y a un malaise Mmh. parce que, le point central, la gestion qui est diffusée, les directives qui sont données ne sont plus dans le respect des lois et des règles. Mmh. Ce qui fait que vous avez des personnes qui, enfin, mettez-vous à la place,
de la personne à qui on va lui donner le fameux code de sécurité qu'on a Mmh. découvert en 2022, pourquoi voulez-vous qu'il remette en cause alors que c'est son supérieur hiérarchique qui va lui donner? Il Mmh. va bien se rendre compte que les articles sont pas rédigés correctement, mais on lui demande de l'impliquer, de l'appliquer, il va l'appliquer. Mmh. Et puis il y a un autre problème qui rentre en jeu, c'est que il y a aussi le rôle des syndicats. Mmh. Quand je vais me rendre compte que les difficultés rencontrées par les gendarmes sont les mêmes que ceux rencontrés dans la police, alors que dans la police, il y a des syndicats, la Mmh. question se pose. Que Donc aujourd'hui, font-ils? on a Mmh. des syndicats, et d'ailleurs je leur ai dit, parce que j'ai assisté à un conseil de discipline le 28 juin 2022, je l'ai dit puisqu'il y avait les représentants des syndicats, j'ai dit: «Mais messieurs, vous n'êtes pas en phase avec vos obligations». Les syndicats, qu'ils soient privés ou publics, leur rôle premier, eh bien, c'est de veiller à ce que les règles soient respectées pour tous les membres du personnel. Mmh. Et ils doivent veiller à ce que, ces règles soient en conformité avec notre réglementation en vigueur. D'accord. Ce qui n'est plus le cas aujourd'hui, hein, je veux Mmh. dire. Et du coup, quel est votre constat, vis-à-vis des forces de l'ordre opérationnelles, hein, donc celles que vous côtoyez? Quel est le comment vivent-ils cette situation? Sont-ils Alors, conscients ils de alors, de ceux cette qui sont derrière moi sont renforcés parce qu'ils ont une meilleure lecture de la situation, ce qui n'était pas le cas lorsqu'on s'est rencontrés en 2010. vous les Heu, avez éclairés en quelque sorte, Sylvie, c'est ça? alors je ne vais pas dire que je les ai éclairés, non. Éveillés. Non, disons que ce qui a joué, c'est que moi j'ai apporté un regard nouveau parce que moi j'étais pas dans leur système. Ils sont dans Mmh. un système, qui est, un système où ils sont piétinés, broyés, Mmh. et puis ils sont dans la peur, l'incompréhension et la peur. Mmh. Parce que quand ils voient, leur collègue à côté, qui intègre, qui fait son travail, qui est mis au placard ou qui est victime de harcèlement ou encore qui se suicide, hein, parce qu'il faut quand même, être clair. Moi, j'ai des policiers, des gendarmes qui sont convaincus que certains de leurs collègues ont été exécutés. Ah oui. Donc on est quand même en France, dans un pays de droit où on a supprimé la peine de mort et on se retrouve face à des fonctionnaires qui ont été exécutés. Ceci dit, vous prenez le cas de mon père, il a été exécuté, mon père. Mmh. Puisque si on prend l'origine au départ, ils vont commanditer son suicide, sauf que mon père Mmh. va pas accepter, va se défendre et ça va transformer en meurtre. OK. Donc on est quand même, dans une attaque interne qui est faite, par les personnes, ce qu'on appelle en col blanc. OK. Alors il y a tout un Alors jeu, il y a le jeu de l'ambiguïté puisqu'on prend mmh. Eurogenre, on prend le Snaps, on joue sur les mots. Mmh. Je veux dire, il y a tout ce jeu-là. Il y a le fait aussi qu'il y a un travail de cloisonnement qui est fait. Mmh. Puis, il y a aussi, les médias. Les médias jouent un rôle important dans cette désinformation et puis dans cette prise de pouvoir, par ce groupe. Oui, ce que vous illustrez, Sylvie, d'une certaine manière, c'est ce qu'on va retrouver, dans d'autres secteurs de la société. On parlait de la santé, mais l'éducation nationale, c'est un petit peu la même chose, ce qu'on entend. Il y a, comment dire, une information ou des directives descendantes et il n'existe plus de capacité possible d'expression au niveau opérationnel. Et donc, c'est un peu comme un marteau pilon là, qui écrabouille un peu des opérationnels et ce à quoi ça me fait penser. Bah, en Euh, fait, si vous voulez, ça ressemble à ce qui s'est passé en Allemagne avant la déclaration de la guerre, où il y a eu toute une désinformation qui s'est faite, via les médias sur la population. Ce qui mhm, fait que, il y a des décisions qui sont prises en haut, qui sont mhm, répertoriées à différents niveaux, mhm. mais qui refusent toute remontée, tout refus. Oui, oui, c'est ce que beaucoup appellent de l'ingénierie sociale, hein, donc c'est de Oui, c'est de ça. la grande manipulation. Il y a un sujet que j'aimerais aborder, c'est les relations entre les magistrats et les forces de l'ordre. Parce que je sais que vous avez une expérience sur le sujet. Quelle est votre vision justement de ces deux systèmes, a priori
de facto indépendants. Mais qu'en est-il de la situation aujourd'hui? Alors, c'est pareil, c'est que progressivement, on s'aperçoit que le ministère de la Justice vient s'immiscer dans le fonctionnement du ministère de l'Intérieur. Alors déjà, ce sont des magistrats qui vont nommer les directeurs d'enquête. Ce qui fait que le directeur d'enquête, qu'il soit de la police ou de la gendarmerie, va se retrouver avec un supérieur qui est un magistrat. D'ailleurs, quand moi je suis allée déposer plainte pour dénoncer le comportement des magistrats auprès des commissariats, j'ai passé 3 jours pour trouver un commissariat qui veuille bien prendre mes plaintes. Aucun ne voulait les prendre parce qu'ils m'ont dit: «Mais on ne peut pas, les magistrats, ce sont nos boss». Mmh. Et non, normalement, non. Le magistrat ne doit pas être, ne peut pas être à la tête d'une enquête pour plusieurs raisons. Parce que de un, il n'a pas la connaissance de l'environnement, du terrain, de beaucoup de choses. Et puis, à quel titre il va prendre la décision d'ouvrir une enquête, d'entendre, d'auditionner un tel, enfin, il y a un non-sens. Alors, les médias font croire que c'est la police et la gendarmerie qui prend des décisions sur les plaintes. C'est encore une fois faux. Aujourd'hui, il y a un magistrat qui filtre les plaintes et ils ont des directives et ils vont mettre de côté les plaintes qui les dérangent et prendre celles qui veulent bien instruire. Je veux dire, nous ici à Lille, celui qui faisait ce tri, c'est Monsieur Foire. C'est lui qui bloque les plaintes et il sait lesquelles qu'il doit bloquer et celles qu'il ne doit pas bloquer. Il est Donc là, omnipotent et lui-même a été mis en place par qui, cette personne? Qui l'a désigné? alors là, vous apportez un point important, c'est que ce que je trouve extraordinaire, c'est que les syndicats des magistrats ne dénoncent pas l'imposture des personnes qui sont présidents de la Cour de cassation et procureurs de cette même cour. Que je vous explique pourquoi. Eh bien, on a découvert en cherchant à comprendre. Alors déjà, alors comme on dit, les écrits restent, hein, si vous vous plongez dans ce qui s'est passé précédemment, souvenez-vous quand il y a eu, comment il s'appelle? François Hollande, qui a sorti, qui n'a pas été très correct vis-à-vis des magistrats. On a vu défiler, dans nos postes de télé, Monsieur Marin et Monsieur Louvel, qui à l'époque étaient présidents de la Cour de cassation et procureurs de cette même cour. C'est de cette façon qu'ils ont été présentés. Sauf que les médias, et c'est là qu'on voit la complicité médiatique, et de dire que ces 2 individus étaient les 2 présidents du Conseil supérieur de la magistrature. Or, on a un principe de droit, puisqu'on est une démocratie, le principe de droit veut qu'on ne peut pas être juge et partie. Et là, Absolument. aujourd'hui, eh bien, c'est madame Arens qui a pris la présidence de la Cour de cassation, monsieur Molins qui est procureur de la République et qui se retrouvent tous les 2 les présidents du CSM. Et monsieur Molins qui se retrouve être le procureur, eh bien, qui va prendre la décision si on poursuit le président de la République ou un membre du gouvernement au niveau de la Cour suprême. Voilà. OK. Donc C'est la boucle est bouclée, c'est eux qui travail en famille, hein. Voilà. voilà. C'est la grande Et famille. alors, les magistrats qui ne marchent pas dans ce fonctionnement, qui sont respectueux des lois, on va les bouger de place tous les 3 ans, on va leur faire des pressions. Il y a un taux on ne le dit pas, mais il y a un taux de démission de la magistrature quand même important. Et de toute façon, nous, ce qu'on a pu observer, c'est qu'on retrouve pratiquement toujours les mêmes magistrats face au blocage des mêmes dossiers. OK, OK. Sylvie, juste sur le même sujet, il y a une réforme en cours, vis-à-vis de la police judiciaire, qui est en pleine discussion entre guillemets, parce que pour certains les jeux sont faits. Vous pouvez nous expliquer ce qui se passe? Parce que Eh bien, visiblement c'est déjà en place de façon non définie, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, nos structures de police et de gendarmerie n'ont plus du tout la main sur le suivi des enquêtes puisque tout va être regroupé. Et donc, il y a plus ils n'ont plus d'autonomie.
Et il Voilà. n'y a plus de spécialisation, c'est ce que je comprends. C'est la fin Il de n'y la a plus de spécialisation, mais il n'y a plus d'autonomie non plus. Les directives vont partir d'un point central, donc tout ça, c'est en faveur de la criminalité. de la, grande- Exactement, de la criminalité exactement. complexe, quand vous dites De criminalité. la grande criminalité, en sachant que c'est déjà le cas aujourd'hui avec ce que certains appellent la politique du chiffre. Il n'y a pas de politique du chiffre. Hmm. Ça, encore une fois, c'est une ambiguïté. On joue sur les mots. Parce Ouais. que là aussi, c'est important de l'expliquer, c'est que d'ailleurs Maggie Pekuski, la présidente de l'association Police en colère qui était intervenue à cette fameuse commission de juin 2018, l'avait Mhm. signalé, elle préférait s'attaquer aux vrais criminels plutôt que de passer son temps à courir à arrêter les dealers, les petits dealers ou les guetteurs de drogue. Hmm. Parce qu'en fait, cette politique du chiffre, c'est-à-dire que plus vous faites d'arrestations, plus certains touchent des primes. Hmm. Ce qui fait que si on réfléchit bien dans le système qui est mis en place, étant donné que vous touchez des primes qui peuvent aller au-dessus de 50 000 euros, quand même, c'est quand même pas rien, Ah oui. euh, vous n'avez pas intérêt à ce que la criminalité s'arrête. Hmm. Parce que vous n'avez pas des primes en fonction de l'importance de la personne que vous arrêtez, Hmm. mais en fonction du nombre. Hmm. Donc, si vous arrêtez 10 guetteurs dans un réseau de drogue, vous allez toucher votre prime. Vous arrêtez un dealer de drogue, vous n'avez pas votre prime. Ok. Mais dites-moi, Sylvie, nos gouvernants sont-ils si naïfs que ça pour laisser comment dire, se comporter le plus correctement possible la grande criminalité? Comment vous expliquez ça? Ils n'ont pas un intérêt, nos gouvernants? Alors là, on va aller beaucoup plus loin, on va monter beaucoup plus haut, on va aller au niveau international. Mhm. En fait, on découvre que si on veut être vraiment objectif, si la Deuxième Guerre mondiale s'est arrêtée, elle s'est arrêtée, oui et non, elle s'est arrêtée dans les échanges de coups de feu, Mhm. mais elle a continué dans la manipulation. Il faut savoir que, on découvre en fait, qu'il y a un groupe d'individus, qui, qui ont décidé, et bien qu'ils pouvaient, devenir, les dirigeants, heu, des pays de l'Union européenne. Voilà. Mhm. Alors, le problème, c'est que pour pouvoir, heu, en fait, ils ont besoin pour ça de gangréner les États en place. Pour gangréner les États, il faut infiltrer des personnes. Sauf que ça a un coût. Mhm. Donc ils ne peuvent pas, parce qu'à un moment donné, il y a des limites, comme là au niveau d'Eurogenfort, quand ils vont intégrer Eurogenfort, ils vont présenter, parce qu'il y a l'extrait du Sénat sur l'intégration d'Eurogenfort, et après à côté, il faut lire les rapports qui ont été validés par les députés. On ne leur a pas présenté Eurogenfort comme étant une unité militaire. Mhm. On leur a dit qu'ils venaient en supplément, en aide à la gendarmerie. Mhm. Ah oui, mais c'est tout un jeu de Les députés sont très naïfs, visiblement. tout un jeu de dupes, de manipulation. Mhm. C'est voilà, c'est ouais. Et alors, il y a un député meneur, bien entendu, qui dit si, si, il faut, ça va nous permettre de, etc. Les autres signent. En Mhm. fait, voilà, on est un peu dans un système de moutons. Enfin, c'est beaucoup plus complexe que ça parce qu'on découvre que il y a des structures qui sont en place depuis très très longtemps, qui interviennent. Et donc, il faut avoir de l'argent pour payer des complicités, pour pouvoir mettre en place euh, comment dire, des moyens de pression, des kidnappings, Mhm. des enquêtes, machin, etc. Et donc, ils ont besoin pour ça d'argent rapide. Et le moyen qu'ils vont trouver, c'est de travailler avec le grand banditisme. C'est pour ça qu'au niveau du terrorisme, vous retrouvez exactement la même chose parce que ceux qui sont dans le terrorisme sont les mêmes qui aujourd'hui sont en train de mettre la France par terre. Et là, on reboucle d'une certaine manière avec votre affaire personnelle, hein, votre Oui, affaire privée. Voilà. oui, parce que dans le dossier de mon père, en fait, eh bien, Mhm. les trafics, c'est blanchiment d'argent, financement du terrorisme, détournement de fonds publics. On y est en Euh, plein. On y est en plein. on est dedans.
Ok. Sylvie, ça fait déjà un petit moment que nous sommes ensemble. Donc, j'aimerais peut-être résumer, parce que si on prend un peu de recul, la situation est pas folichonne, hein, des forces de l'ordre, plus la magistrature. On a l'impression que, comment dire, il y a le monde d'en haut et le monde d'en bas, et le monde d'en haut ne veut pas beaucoup de bien au monde d'en bas, pour Alors, simplifier. ceux Donc, qui ne veulent pas de bien sont en minorité. mais Aujourd'hui, ils sont là-haut. ils sont là-haut, mais leur force aujourd'hui, c'est que toutes les informations que je viens de vous donner ne sont pas divulguées. Mhm. Aujourd'hui, vous n'avez pas entendu qui que ce soit dénoncer le SNAPS. Non, Vous non, n'avez c'est pas entendu, Mhm. j'entends encore que Eurogenfort, c'est de l'Union européenne. Non, c'est pas de l'Union européenne. Donc tous ces structures-là, tant qu'ils ne sont pas dénoncés, tant que ça s'est pas mis à jour, eh bien, c'est favorable pour cette poignée. Demain, plus on en informe, plus Mhm. il va y avoir de personnes qui vont nous rejoindre. Et puis surtout, ça va permettre aux personnes comme à la police, aux gendarmes et aux militaires, parce qu'il ne faut pas oublier que les militaires sont aussi dans une situation extrêmement difficile, hein. Mhm. Parce que là aussi, il y a beaucoup à dire par rapport à ce qu'on a découvert dans le fonctionnement du ministère de la Défense. D'ailleurs, aujourd'hui, ils passent de la publicité pour recruter, parce que Mhm. depuis maintenant une dizaine d'années, il y a une hémorragie dans nos armées à cause de ce qui s'y passe. D'accord? Donc, c'est extrêmement grave, en fait. Donc tout ça, tant que c'est pas dévoilé au grand jour, eh bien ça ne permet pas, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont pas bien. Moi, j'ai rencontré encore dernièrement 2 fonctionnaires de police qui comprenaient pas à quoi ils sont confrontés. Et quand on leur explique, ça va beaucoup mieux. Puis là, ils reprennent le poil de la bête et ils sont prêts à se battre. Je veux dire, Ok. je sais de ce dont je parle parce que moi, pendant 2 ans, quand je me suis retrouvée confrontée au meurtre de mon père et à tout ce qui se trouve autour, parce que il s'est Mhm. passé énormément de choses, eh bien, c'était un peu comme si on me mettait un sac en plastique tous les jours, qu'on me le serrait, parce que je Mhm. ne comprenais plus rien. Je ne savais plus vers qui me diriger, d'autant plus que quand je disais quelque chose, on me disait séparation des droits. Oui, séparation des droits, sauf que moi, je vois bien qu'il n'y a plus de Mhm. séparation de pouvoir. Je vois bien qu'il n'y a plus de séparation de pouvoir. Mhm. Mes droits, j'en ai plus, puisque il faut quand même savoir que selon le commissaire Gallo de l'hôtel de police de Lille, mon dossier fait partie de toute une liste qui répond à un protocole spécifique. Je vous rappelle quand même que notre Constitution dit qu'on est tous égaux devant la loi, donc il n'y a aucune raison que moi, citoyenne française, je ne puisse pas bénéficier de la protection des forces de l'ordre et de l'accès à la justice. Ok. Mhm. En effet, en effet. Bon, Sylvie, on essaie de conclure. Comment on peut donc, en conclusion, donnez-nous des raisons d'y croire, hein, d'espérer qu'on va s'en sortir. Alors déjà, nous, on va dénoncer le préfet, Monsieur Tirode, délégué, Nous, qui a quand vous mis en dites nous, application. Sylvie, c'est qui Pardon? nous? Quand vous dites nous, vous parlez Alors de nous, bah, c'est moi et le brigadier chef de Monchy avec qui? un autre policier qui lui aussi est victime du même fonctionnement, de ce préfet, en sachant que nos cas à 3 Mhm. ne sont pas des cas isolés, mais la différence, c'est que nous, on travaille sur le dossier et on a des éléments concrets qui Mhm. démontrent les attaques qui sont portées contre le citoyen, parce que moi je suis citoyenne, et contre Mhm. les forces de l'ordre, puisque le brigadier chef de Monchy et le gardien de la paix Slimani sont des policiers. Mhm. Voilà, mis en difficulté par leur administration, avec un préfet qui est Monsieur Tirode, qui justement a mis en application ce code de sécurité intérieure qui nous est inconnu et qui Mhm. va réussir à nous présenter ça comme un conseil de discipline. Mhm. Et donc, quand moi je vais soulever la question, parce qu'un conseil de discipline, c'est un caractère juridictionnel, on va me dire si, 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 il y a un texte, sauf que j'attends toujours après le texte. Il n'a pas osé me le présenter, parce que c'est sûr et certain, non, un conseil de discipline, c'est pas un préfet qui peut présider un conseil de discipline, et encore moins rédiger le rapport disciplinaire. Parce qu'encore une fois, Mhm. il rédige le rapport disciplinaire, et puis en plus, il préside. Non, mais que c'est Alors, formidable. absolument. Et de manière globale, quel conseil donneriez-vous aux citoyens pour freiner ces dérives ou contrer cette dérive un peu totalitaire, hein?
Un peu, carrément totalitaire. Mmh. Eh bien, il faut déjà par rapport aux éléments que j'ai présentés, il faut prendre tous ces éléments et il faut les communiquer largement. Donc là, c'est ce que nous, on est en train de faire, on communique. Et puis d'ailleurs là, il y a un communiqué qui va être préparé, je vais vous l'adresser. Ce OK. communiqué est adressé aux 17 personnes qui ont siégé au conseil de discipline, Mmh. où on leur rappelle nos textes, puisque je rappelle qu'on est toujours sous la Ve République, on est toujours sous notre constitution et il faut s'accrocher à notre constitution de 1958 parce qu'elle nous donne des droits, inaliénables et que c'est nous qui avons la souveraineté de la nation. Il ne faut surtout pas qu'on l'enlève parce que si on l'enlève, eh bien, on perd tout. Donc il OK. faut revendiquer cette constitution, il faut revendiquer notre statut de citoyen parce que je rappelle que, en tant que citoyen, nous avons l'obligation de dénoncer tout crime, tout délit, ne pas se présenter comme alerteur parce que les alerteurs, ben, ils ont un texte de loi qui est très restreint. Déjà, Ah, il faut vraiment avoir le statut, enfin, rentrer dans les lignes de l'alerteur et en plus, c'est restrictif. Vous ne pouvez pas tout dénoncer. mmh. Donc si vous ne voulez pas vous mettre en danger, vous êtes citoyen puisque officiellement, on est toujours sous notre constitution. Mmh. Qu'est-ce qu'il y a encore? Ah oui, il ne faut pas parler de désobéissance civile, non. En France, il y a pas de désobéissance, il y a pas d'obéissance parce qu'encore une fois, on a la souveraineté nationale. Absolument. On Donc doit par résister. On doit voilà, résister. il faut se présenter comme résistant selon l'article 2 de notre Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Et si Excellent. un juge, un policier ou un ministre ou même le président de la République, eh bien, vous attaque parce que vous revendiquez votre droit à la résistance, Mmh. c'est lui qui est en défaut, c'est lui qui est dans l'illégalité. Et aujourd'hui, je Mmh. rappelle également que selon notre code de procédure pénale, que ce soit monsieur Macron, monsieur Darmanin, Brigitte Julien qui est maintenant remplacée par madame, Le Cuillère, je ne sais plus quoi, Oui, bon. la magistrate. Donc, Mmh. ces personnes-là sont dans l'illégalité puisqu'ils ils ont pris des fonctions, mais ils les ont détournées pour des intérêts qui ne sont pas ceux de la nation. Et ça, on peut le démontrer concrètement Mmh. par les structures qu'ils ont mis en place, par les décisions qui ont été prises, et puis par ce fameux code de sécurité intérieure qui ne répond plus à la protection des citoyens. Voilà. OK. Bon, Sylvie, un très, très grand merci. C'était très Merci à toi. intéressant. Vous êtes, comment dire, un puits de connaissances dans le domaine. Je pense qu'on peut faire plusieurs émissions comme ça Oui, et parce qu'il y a beaucoup de points à à élargir, à absolument, aborder. absolument. Mais je pense que déjà, j'espère que la vidéo, malgré sa durée, aura intéressé ses spectateurs et que vous serez vus le plus possible afin que vos idées soient diffusées. Alors, Merci. ce sont pas Oui. alors je suis désolée, je suis très à cheval sur le vocabulaire. Ce ne sont Mmh. pas mes idées, ce sont des éléments concrets qui sont diffusés Oui, et donc absolument. ce que j'espère, c'est que suite à cette vidéo, eh bien, beaucoup vont prendre le relais et vont diffuser aussi ces informations qui sont là, sous notre nez. Il faut les prendre, Mmh. et diffuser. OK. Bon, super. Encore une fois, un grand merci et à très bientôt, Sylvie. Merci à vous. À bientôt. Bonsoir.